Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. C'est une émission qui fait le tour à 360 du monde de l'innovation et des enjeux de la société numérique. C'est particulièrement là-dessus qu'on va mettre l'accent aujourd'hui. On va être un peu politique dans Smart Tech. On va démarrer avec la place des femmes et de la mixité dans l'écosystème des startups en France. Ce sera le sujet du Launchpad avec Marwan Elfites de Station F. Et puis au cœur de cette émission, là, on adressera ce sujet de la communication politique. Je devrais dire la nouvelle comme politique. On a vu François Hollande lundi soir se prêter au jeu de l'interview sur Twitch ou encore Marlène Schiappa sur TikTok. Et puis ce soir se lance le secrétaire d'État au numérique Cédric O avec une émission qui sera régulière sur le réseau social à la mode Clubhouse. Alors j'ai des invités qui sont des spécialistes de cette question de la communication politique. On aura aussi un ancien élu de Paris qui viendront nous expliquer est-ce que pour autant cela peut rénover la parole politique ou même le débat public et changer cette pensée politique française. Et ensuite, ce sera le retour de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux qui nous parlera des jeux qui cartonnent et ceux qui rapportent le plus. Et puis, on terminera avec une innovation qui va nous plonger dans les profondeurs des mers. Alors c'est l'heure de notre séquence Launchpad. C'est un rendez-vous toutes les semaines avec les coulisses des startups. À chaque fois, Marwan Elfites nous fait découvrir un regard différent sur ce qu'il se passe dans le plus important campus de startups d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la part d'entrepreneuses que l'on trouve sur cette rampe de lancement qui seront demain peut-être ces startups, les nouvelles success stories françaises ou européennes. On a déjà un bon exemple avec Bumble, par exemple. Alors Bumble, c'est surtout un bel exemple pour l'écosystème. On parle beaucoup de la place des femmes, notamment cette semaine avec la Journée internationale du droit des femmes. Et Bumble est ce qui a donné le ton cette année à l'ensemble de l'écosystème tech dans le monde. Bumble, c'est l'une des plus grandes applications de rencontres. Et pourquoi on en parle? On en parle parce qu'en février, ils sont rentrés en bourse aux États-Unis. Et c'est une start-up fondée par une femme, aussi créditée comme étant la cofondatrice de Tinder. Et c'est loin d'être anodin, une introduction en bourse d'une start-up fondée par une fondatrice. Lorsqu'on regarde l'ensemble des introductions en bourse les dernières sur le marché américain, sur les 560 entrées en bourse, il y en a uniquement 2 qui sont le fait d'entreprises fondées par des femmes. Et surtout aussi, derrière ça, il y a le symbole de la levée de fonds. Lorsqu'on regarde les chiffres de PitchBook, qui est un site qui permet d'agréger l'ensemble des données de levée de fonds au niveau mondial, uniquement 3% des levées de fonds se font auprès de startups qui ont au moins une fondatrice. Donc c'est un vrai symbole qui donne le ton aujourd'hui en 2021 sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Vous avez raison, cette journée des femmes, cette journée internationale des femmes, c'est l'occasion de revenir sur ces chiffres qui montrent la réalité. On a aussi des startups iconiques en France qui sont portées par des femmes. Oui, alors il y a le French Tech 120 qui a révélé des grosses lacunes sur l'écosystème. Le French Tech 120, c'est un peu le bout de la chaîne. Il se passe énormément de choses avant et c'est tout l'enjeu du coup de ce qui se passe avant. Mais effectivement, malgré ce chiffre de uniquement 7 startups fondées par des femmes qui sont le French Tech 120, il y a quand même des startups assez iconiques qui comptent des fondatrices. On va penser à Frishti, on va penser à Betesti par exemple. Et puis même des startups qui ne sont pas françaises sur le papier, mais qui sont fondées par des françaises comme Front, qui est une startup américaine qui révolutionne la messagerie et la collaboration de l'entreprise. Alors à Station F, est-ce que vous avez, vous, une part importante de femmes dans les programmes que vous dirigez, Marwan? Alors sur les 30 programmes, on n'a pas le chiffre global, mais on sait que 30% des résidents sont des résidentes. Donc là, on va mêler employés et fondatrices. Et puis ensuite, sur 5 programmes, sur les 30 qu'on a sur le campus, il y a 45% de startups qui sont fondées par au moins une fondatrice. Donc 5 programmes aujourd'hui versus un seul programme en 2017. On progresse, ça va pas assez vite, mais en tout cas, on fait tout pour. Il n'y a pas de programme dédié à la mixité aujourd'hui? Non. On veut inculquer la mixité au sein de l'ensemble des programmes. On n'a pas de politique de quota, mais par contre, on met beaucoup de choses en avant pour inciter les femmes à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Et vous avez des startups qui sont passées par le campus, qui ont été montées par des femmes et qui ont connu des grands succès? Oui, et ils font partie d'ailleurs des meilleurs dans le track record de Station F qu'on suit depuis 2017. On peut citer 3 exemples pour montrer la diversité. Là encore, c'est un sujet important. Une start-up fondée par une femme va toucher n'importe quel sujet, contrairement à certains clichés. Et on peut penser à Yuka. Forcément, oui. Yuka, pas besoin d'expliquer le concept, mais ce qui est intéressant avec Yuka, sur les chiffres aujourd'hui, on parle de 20 millions d'utilisateurs, présence dans plus de 11 pays, et puis un impact considérable sur la manière dont les hypermarchés et les boîtes d'agroalimentaire fonctionnent aujourd'hui.
elles vont regarder leur score sur Yuga. On peut penser à Recast.ai, une startup qui a été rachetée par SAP en 2018, fondée par notamment Jasmine, une startup qui permet de créer ses propres chatbots et donc qui est en plein dans la révolution des acteurs conversationnels autour de l'intelligence artificielle. Et puis aussi, dernier exemple d'une startup Alumni, Connecting Food, passé par le programme Shake Up Factory, qui est le programme sur les révolutions autour de l'agroalimentaire et de la technologie, qui permet de traquer l'origine des aliments qu'on achète à travers la blockchain. Alors, effectivement, les femmes ne sont pas forcément là où on les attend. On les retrouve notamment derrière la deep tech en France. Oui, et une super startup qui vient quitter Station M, qui s'appelle Interstellar Lab, fondée par Barbara Belvisi, qui a un gros parcours notamment dans la sphère investissement avant de fonder cette entreprise. Alors, Interstellar Lab, c'est la space tech appliquée à notre propre environnement. Donc, l'idée, c'est de construire des habitats sous cloche, autogénérés, qui va produire sa propre énergie, sa propre nourriture. Et ce qui est intéressant, c'est le capital humain derrière Interstellar Lab. Vous avez beaucoup d'ingénieurs qui viennent de Tesla, qui viennent de SpaceX, qui viennent de la NASA. Et c'est une startup qui est entre Los Angeles et Paris. Alors vous m'expliquiez que vous n'aviez pas encore de programme, enfin, vous n'en avez pas de programme sur la mixité, mais comment peut-on faire quand même avancer ce sujet à votre niveau? Alors, différentes mécaniques. Alors, déjà, il y a des startups qui prennent cet objectif de casser les codes et de pousser à la mixité, notamment 50 in Tech, que vous devez connaître, fondée Absolument, par oui. Caroline Ramat, qui est une personne qu'on doit absolument suivre sur ces enjeux-là, qui a notamment dirigé Paris Pionnière, qui est devenu Willa après, et qui a finalement créé 50 in Tech, et la traduction à l'échelle de cette volonté de casser les codes. Alors, c'est simplement une plateforme qui permet aux femmes d'être plus visibles, de réseauter entre elles, d'avoir des matchs avec des personnes qualifiées, et aussi d'être recrutées par des entreprises qui sont finalement beaucoup plus ouvertes que d'autres, parce que, pour citer Caroline, une femme sur deux va quitter l'industrie de la tech après 8 ans pour des causes de toxicité ou de discrimination. Oui, c'est impressionnant. Et des initiatives à Station F? Oui, alors autour de différentes actions, notamment événementielles. On avait organisé fin 2019 un gros événement qui s'appelle F for Femmes à Station F, avec près de 1000 personnes où on mettait en avant des personnalités iconiques, clés de l'écosystème, notamment la cofondatrice du Y Combinator, Jessica Livingstone, la cofondatrice d'Entrepreneur First, Alice Benclick, qui font partie des femmes qui comptent et qui ont construit notamment les plus grosses structures d'accompagnement. On va aussi avoir une partie réseau qu'on va construire autour du campus. Comme je le disais, on a 30 programmes avec beaucoup de femmes entrepreneurs ou entrepreneuses du coup derrière. Et l'idée, c'est comment on arrive à les mettre en réseau, en lien. Donc chaque année, on sélectionne à travers le Female Fellowship Programme les 15 startups fondées par des femmes hyper innovantes, les mettre en relation et les connecter avec d'autres personnes de l'écosystème. Il y a d'autres acteurs qui doivent bouger, ce sont les VC, où là, on manque cruellement de femmes. Oui, je citais le chiffre de 3% qui vient de PitchBook, où 3% des levées concernent des startups fondées par des femmes. Effectivement, les investisseurs investissent souvent dans des profils qui leur ressemblent. Il y a trop peu de femmes dans ces structures. Il y a des femmes qui comptent, notamment Marie Eklund dans le fonds 2050 et d'autres. Il y a encore beaucoup de fonds qui doivent changer leur profil interne. Ouais, sortir un peu de la cooptation peut-être. Exactement. Merci beaucoup Marouane El-Fitteh pour ce regard sur les femmes dans la tech côté coulisses. Marouane El-Fitteh, je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up de Station F. Alors c'est l'heure de parler de communication politique. Est-ce que ces nouveaux canaux que sont les réseaux sociaux peuvent transformer aussi la parole politique ? La com politique investit Twitch, TikTok ou encore Clubhouse. Salut jeunes entrepreneurs, je m'appelle Marianne Chapa et j'arrive sur TikTok. Alors certains diront que c'est avec plus ou moins de bonheur, d'autres critiqueront une parole dispersée à tort et à travers. On pourrait aussi y voir des bonnes raisons de jouer le jeu de ces nouveaux espaces de discussion. Nous, on en parle avec Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique Fondapol. Également Boris Karlamov, présent avec nous, journaliste reporter radio pour l'agence de presse A2PRL. Vos spécialités, c'est le journalisme politique et les réseaux sociaux. Et vous animez d'ailleurs le club Paul sur le réseau audio à la mode Clubhouse. On a également avec nous en visio Pierre Licia, communicant, ancien élu du 18e arrondissement de Paris et actuel porte-parole du mouvement Libre qui a été créé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie
Pécresse. Alors, on a quand même beaucoup d'exemples là de politiques qui arrivent sur ces nouveaux canaux de communication, les réseaux sociaux. On a vu récemment Emmanuel Macron faire appel aux youtubeurs McFly et Carlito, et qui va sans doute se prêter à un jeu sur Twitch. On a Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui va lancer sa propre émission un mercredi sur 2. On pourra le retrouver sur Clubhouse. C'est lui qui invite pendant 30 minutes pour des débats et ensuite permet aux spectateurs de poser des questions. On a François Hollande lundi soir qui était l'invité de Samuel Etienne aussi sur Twitch. Alors qu'est-ce qu'on a appris? Des petites anecdotes sur son plat préféré, des choses comme ça. Enfin aussi que son plus grand regret, c'était de ne pas s'être présenté en 2017. Il a fait un carton, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc il y a du monde qui arrive. Les politiques investissent ces réseaux sociaux, Dominique Régnier. Est-ce que vous avez le sentiment que ces réseaux qui apportent une innovation dans la manière dont les gens interagissent peuvent aussi apporter de l'innovation pour les politiques? Oui, alors pour le moment, c'est un jugement ambivalent. Je dirais que d'une part, il ne faut surtout pas idéaliser la situation antérieure qui commence maintenant à remonter un petit peu quand même dans le temps. On a un problème structurel dans nos démocraties qui est la défection des nouvelles générations, qui est de plus en plus forte et de plus en plus durable. C'est un problème considérable. Et il y a même, je le dis au passage, un problème de transmission maintenant des valeurs démocratiques et de l'attachement aux valeurs démocratiques entre les générations. En fait, ça ne passe plus maintenant vers les nouvelles générations. Et de ce point de vue-là, les nouveaux outils offre quand même une opportunité extraordinaire. Je crois que c'est quand même il faut bien avoir ça à l'esprit parce que nous sommes dans une situation compliquée et ces nouveaux outils sont une vraie ressource. Alors évidemment, je ne vais pas être trop long parce qu'il faut que la parole circule, mais évidemment, il faut faire attention à ce que le contenu reste substantiel ou ne soit pas que divertissant. C'est une combinaison, bien sûr. On ne peut pas ennuyer des publics très mobiles et très jeunes. Mais il ne faut pas que le politique bascule dans le divertissement plutôt que d'amener à un moment donné une nouvelle génération dans la conscience et la préoccupation pour les affaires publiques. Donc c'est un équilibre à trouver. Et dans les exemples que vous avez fournis, tous ne correspondaient pas à cet équilibre, mais qui est un équilibre un peu du cycliste. C'est instable. Boris Karlamov, vous hier soir encore sur Clubhouse, vous lanciez cette room sur les influenceurs. Pourquoi les politiques misent sur eux? Qu'est-ce qu'il est ressorti de votre débat? Déjà beaucoup de questions. On s'est interrogé hier soir sur le fait de pourquoi est-ce que les influenceurs sont autant présents auprès de certains membres du gouvernement. On parle de Gabriel Attal, on parle d'Emmanuel Macron. On a appris la semaine dernière sur ce même réseau social Clubhouse que Magali Berda, la patronne de l'agence d'influenceurs la plus en vogue du moment, est auprès du gouvernement pour lancer une opération de communication avec ces influenceurs justement pour promouvoir les gestes barrières. C'est quelque chose d'assez nouveau. Alors je pense que la conséquence de tout ça, c'est surtout la crise sanitaire. On ne sait pas si l'an prochain, les candidats à la présidentielle vont pouvoir faire campagne sur le terrain. On ne sait pas si des meetings vont pouvoir se tenir, si on va pouvoir faire du tractage sur les marchés. Donc c'est aussi un moyen pour ces politiques de prendre un peu le lead, de prendre de l'avance au cas où la campagne serait bouleversée. On sait que Jean-Luc Mélenchon, lui, est sur Twitch depuis un petit moment. Il a presque, je crois, 70 000 abonnés, ce qui est énorme pour ce réseau social. Sur TikTok, on l'a vu sur TikTok, oui. Sur TikTok, pas sur Twitch, 70 000 followers. Voilà, les politiques prennent un peu d'avance avec le contexte sanitaire qui est très incertain. Est-ce que ça marche? On le verra peut-être dans les urnes, puisqu'il y a surtout un objectif électoraliste. Tout ça, c'est toucher les plus jeunes et peut-être toucher aussi ceux qui seront en âge de voter pour la toute première fois l'an prochain. Oui, alors c'est effectivement cette question de l'influence, parce que donc c'est une nouvelle façon de porter cette parole politique. On peut avoir beaucoup d'audience. On a vu plus de 100 000 spectateurs devant François Hollande lundi soir. Est-ce que pour autant, ça veut dire que cette parole va avoir du poids? Voilà, c'est ça. Et puis par rapport à ce qui était dit à l'instant, il y a une élection qui a été faite dans des conditions sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui, qui est l'élection de Bolsonaro au Brésil, qu'il a largement menée avec WhatsApp d'ailleurs, qui a joué un rôle clé dans cette élection. Je ne dis pas que le résultat signifie que ça va toujours se passer comme ça, mais ça veut dire aussi que c'est une forme de communication politique où, au fond, le contenu est extrêmement fragmenté, très émotionnel, hyper réactif.
Tout ça, ça innerve au sens positif un espace public qui pourrait avoir besoin de cette énergie, mais ça peut aussi rendre très difficile les discours élaborés, les arguments structurés, les campagnes construites, et favoriser, moi je crois qu'il y a une tendance, un risque de ce type, favoriser de manière intime les discours protestataires et populistes, parce que c'est un peu dans la structure de ces réseaux et de ces plateformes. Une parole plus émotionnelle. Alors on va justement en parler avec Pierre Lissia qui manie ces réseaux sociaux presque au quotidien. On va découvrir d'ailleurs la façon dont vous le faites. Bonjour Madame Hidalgo, je suis Pierre Lissia, je suis élu Les Républicains dans le 18e arrondissement de Paris et j'aimerais vous faire découvrir un quartier que vous ne connaissez pas, le quartier de la Porte de la Chapelle. Alors, vous utilisez les codes des influenceurs, des youtubeurs, avec ces vidéos très très courtes qui sont coupées, fragmentées, tournées au smartphone façon selfie. D'abord, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez le sentiment justement que ça peut aussi jouer en influence? Alors, est-ce que ça marche? En fait, ma réponse va être assez simple. Oui, ça marche dans la mesure où, là, vous avez montré un extrait vidéo où c'était il y a quelques années, j'étais un jeune élu à l'époque, et en fait, la difficulté que j'avais, c'est que j'avais des choses à dire. J'avais un contenu, un message à faire passer et aucun média pour me relayer. Quand j'entends médias, c'est médias traditionnels. C'est-à-dire que les médias traditionnels aujourd'hui ne sont pas accessibles parce que le ticket d'entrée est trop cher, parce qu'on ne prête qu'aux riches, sous-entendu aux gens qui ont déjà un peu de notoriété et d'influence, et sur des sujets qui sont généralement des sujets nationaux et pas des sujets micro-locaux comme c'était le cas pour moi dans cette vidéo, comme dans l'ensemble des vidéos ensuite que j'ai pu réaliser qui ont suivi. Donc les médias sociaux, les réseaux sociaux ont été pour moi la façon d'être finalement mon propre éditorialiste et mon propre média, mon propre producteur de contenu, pour mettre la forme du message, donc cette vidéo très 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 montée, très rythmée, façon un peu youtubeur. D'aucuns ont dit youtubeur, je me considère pas comme youtubeur, mais qui en tout cas fonctionne sur les réseaux sociaux. Et donc cette forme-là a été mise au service du contenu. Et là où ça a fonctionné, c'est que je n'aurais jamais eu l'audience que j'ai eue avec cette vidéo dans un média classique. D'abord parce que je pense que on m'aurait difficilement permis d'y avoir accès, et ensuite parce que la façon dont le message a été conçu était bien plus viral et a touché bien plus de personnes. Sur cette vidéo, je pense qu'on est à quasiment 1 million de personnes de personnes atteintes. Sur les autres vidéos qui suivent, j'en ai fait une grosse quinzaine depuis cette première-là. Je scie entre 50 000 et 500 000 vues. Quand on compare avec une chaîne d'information en continu, on est dans la moyenne, c'est-à-dire que les grosses chaînes, les BFM, font entre 300, 400 000, 500 000 éventuellement téléspectateurs, et les chaînes un peu plus modestes sont à 50, 100 000. Donc finalement, les réseaux sociaux permettent à tout le monde, pas seulement aux influenceurs, aux élus, permettent à tout le monde d'être leur propre média. Et en ça, c'est une nouveauté. En ça, c'est une avancée. Donc tout le monde doit pouvoir s'en saisir. Alors être son propre média, c'est quand même un job à plein temps en fait. Vous changez de métier après. Alors bon, c'est pas un job à plein temps parce que du coup la régularité, la fréquence de publication des vidéos n'est pas quotidienne comme sur une vraie chaîne, un vrai média classique. Mais en tout cas, ça permet une prise de parole qui est vraiment intéressante, surtout vraiment de plus en plus, je donne la parole à des gens qui, au contraire, ne l'ont pas, soit parce qu'ils n'ont pas une audience très très importante, soit parce qu'ils ont tout simplement pas les codes. Et donc, ce sont des formats vidéo qui font, comme je vous disais, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de vues, et qui permettent de mettre le focus, de mettre en lumière des sujets micro-locaux. Or, aujourd'hui, en tout cas, c'est ma pratique des réseaux sociaux, ce qui est très difficile à faire, à médiatiser, ce sont les sujets hyper locaux finalement, parce que vous sortez jamais de votre quartier, de votre pâté de maison, et des gens qui sont directement concernés par ces problématiques-là. Donc c'est l'usage que je fais des réseaux sociaux. Quant à la façon j'écoutais avec attention le débat qui s'installait tout à l'heure. Je suis pas persuadé qu'il faille résumer ça à quelque chose de totalement générationnel. Oui, il y a un effet générationnel. Il faut quand même pas oublier que les réseaux sociaux vieillissent avec leur public et que les réseaux sociaux en réalité ne sont pas nouveaux.
les réseaux sociaux que vous citez, donc Twitch, TikTok, etc., sont eux nouveaux, mais les réseaux sociaux et les politiques sur les réseaux sociaux sont pas nouveaux. Facebook, ça date de la fin des années 2010, même 2006, 2007. Chercher les nouvelles générations, on les voit sautiller de nouveaux réseaux sociaux en nouveaux réseaux sociaux. Je voulais revenir avec vous, Boris Karlamov, sur cette idée de casser les codes. La politique a besoin de casser ses codes. Il faut travailler plus sur sa personnalité. Il faut faire son personal branding sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fonctionne plus aujourd'hui quand on porte cette parole politique et qu'on doit changer et qui peut être facilité par ces nouveaux canaux? Certains politiques ont aussi ce besoin de contourner d'une certaine manière les médias traditionnels. Pierre Licia l'expliquait très bien. Quand il fait ses exercices de communication, il n'y a aucun contradicteur. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être invité. Il n'y a pas de journaliste, donc c'est un moyen de s'éviter d'avoir un retour de la part d'un journaliste. Et je prends l'exemple du Twitch avec Gabriel Attal il y a 2 semaines à l'Élysée. Twitch avec plusieurs influenceurs, notamment ils ont parlé de la détresse chez les étudiants pendant la crise sanitaire. Au milieu de cette interview, de cet exercice de communication, il y a Enjoy Phoenix, qui est une très grande influenceuse qui a plus de 5 millions d'abonnés, qui a dit mais finalement c'est dommage qu'il n'y ait pas de journaliste. Ce serait bien qu'il y ait un journaliste pour poser des questions. Mais vu que c'est un exercice de communication pur et simple, la place du journaliste n'était évidemment pas d'être là. Il aurait été très bizarre, à mon avis, d'avoir un journaliste dans ce pur exercice de com de la part du gouvernement, quoi. Après voilà, pas de contradicteurs sur les réseaux sociaux. Ils ont un boulevard devant eux pour pouvoir s'exprimer. Alors il y a aussi quand même le jeu de la discussion, de la parole ouverte, puisque il y a toujours des temps de débat où finalement on peut arriver sur une room ou sur une plateforme, peu importe qui on est finalement, connu, pas connu, invité, pas invité, et s'adresser à un politique directement. Est-ce que ça peut jouer sur la pluralité justement de la pensée? Est-ce que ça peut nourrir le débat politique et le mettre plus en prise avec le terrain? C'est une très bonne question vraiment, parce que là aussi j'aurais un jugement un peu suspendu et ambivalent, parce que par certains côtés, la promesse, elle est celle-là, la possibilité d'ouvrir le champ et d'avoir des voix nouvelles, des paroles nouvelles. D'ailleurs, Pierre Licia le disait lui-même, et il y contribue dans l'exemple qu'il donnait en donnant la parole à des personnes qui, disait-il, n'ont pas les codes ou ont peu d'audience. Donc ça, c'est un bel exemple, et ça marche. Mais après, il y a une espèce de logique quand même qui est un peu celle du référencement, un peu celle de l'agrégation des flux, et qui amène à la domination de points de vue qui écrase tout le reste, plus la cohorte de tout ce qui est des commentateurs, si vous voulez, qui derrière font un peu la police et la chasse aux divergences, en impressionnant beaucoup par les effets de nombre. Donc c'est quand même quelque chose qui est très instable, très vivant, très organique. Je crois que nul ne peut dire aujourd'hui que ça prend une forme définitive dans un sens ou dans un autre. C'est un peu le sujet de ceux qui vont le prendre en main, mais quand même on sait que dans ces logiques-là, ça se voit dans tous les secteurs, y compris dans le secteur économique, qui vous est cher aussi. Il y a des effets à un moment donné, il va y avoir un acteur qui va dominer, ou quelques acteurs vont dominer, sont capables de cartéliser le système. Ça, c'est une vraie crainte, parce qu'une fois que nous avons, comme je reviens à ce que disait Pierre Licia sur les médias classiques, le ticket d'entrée est très cher. C'est très juste, ça. On avait une promesse là, de démocratisation. Elle n'est pas tout à fait encore, je trouve, trahie, moi. Je reste admiratif de ce que permettent les outils numériques. Mais il ne faudrait pas que maintenant, on ait là-dessus aussi une sorte de cartélisation qui, pour le coup, laisserait totalement en dehors de toute parole la plupart d'entre nous, puisque même la conversation, en quelque sorte, serait prise en charge par les plateformes. Est-ce qu'il y a quand même cette notion de retour en prise avec le public, avec le terrain? Ces conversations directes, elles permettent ça aux politiques, de se mettre en phase avec la réalité? C'est ce qui se passe sur Clubhouse, notamment. On a lancé avec mon confrère Pierre Dumazeau le Club Paul il y a 15 jours. Tous les dimanches à 18h, on reçoit un invité politique. Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, a été notre premier invité il y a 2 semaines. Alors, quel est votre retour d'expérience là-dessus? On a eu de très bons retours, puisque Clubhouse permet un échange direct avec presque n'importe qui. C'est-à-dire que vous avez un ministre, un député dans la room, dans le salon de discussion. Vous pouvez interagir avec cette personnalité-là. Il suffit juste de lever la main. Ça casse les codes. Il y a un échange franc, direct, toujours dans la bienveillance, à l'inverse de ce qui se fait sur Twitter, puisque sur Clubhouse, l'anonymat, compliqué quand même, puisqu'il faut avoir une photo de profil, son prénom et son nom, et du coup, ça installe un vrai dialogue. Et cela dit, Clubhouse est encore un peu élitiste, parce qu'il faut être sur iOS et avoir été invité.
Alors voilà, c'est sur iPhone pour l'instant, mais d'après ce que j'ai entendu, ça devrait arriver sur Android dans quelques jours. Il y a juste 90 000 téléchargements en France au 1er mars, donc ça reste vraiment confidentiel. On va voir comment est-ce que ça va prendre. Est-ce que Clubhouse peut avoir un rôle important pendant la campagne sanitaire, Politique, présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, puisqu'avec la campagne de la crise sanitaire, on ne sait pas s'il va y avoir des meetings. On va voir, c'est très attentif. On sait que l'Élysée regarde Clubhouse avec attention. On sait que Emmanuel Macron jette un petit regard très régulièrement sur ça. Le patron de la cellule numérique à l'Élysée est sur Clubhouse. Parce que finalement, c'est pour ça que je vous rattrape en disant c'est quand même encore un cercle fermé. On est un peu encore dans l'entre-soi avec Clubhouse, puisque ce n'est pas ouvert à tout le monde, et qu'on donne la parole à qui on a envie de donner la parole. Quand même, on lève la main quand on assiste à une conversation, et on peut ou pas être choisi. Donc pour les politiques, c'est un format assez rassurant. Est-ce que, ma question c'était sur le retour d'expérience avec Clément Beaune, par exemple, est-ce que ça lui a permis de comprendre des choses ou d'entendre des choses qu'il n'avait pas jusqu'ici saisies de la part du terrain, du public, de la population? Ça lui a permis d'expliquer certaines choses, d'apporter des réponses peut-être à des interrogations qui se posent. C'est plutôt de la parole descendante, oui, alors, la parole toujours. descendante, ouais. Des interrogations qu'il n'avait peut-être pas en tête. Nous, on est sur un format assez court, on fait 1 heure d'émission, 30 minutes de questions avec Pierre Dumazeau, mon confrère, et une demi-heure d'échange avec les personnes dans la room. Mais voilà, je trouve que c'est un bel exercice citoyen. N'importe qui peut lui adresser la parole, et on va voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que ça reste élitiste, vous avez raison, Delphine. Pierre Licia, je vous ai un peu taquiné en disant que c'était un job à plein temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est politique d'une nouvelle génération, on va dire, est-ce qu'il faut être absolument présent partout, tout le temps sur les réseaux sociaux ? Mais vous savez, ce débat, je pense que c'est en réalité un faux débat. Le principe du politique, moi je ne suis plus élu, je continue à m'exprimer dans le champ politique, mais je ne suis plus élu, mais je pense que le principe de quelqu'un qui s'engage en politique, qui est élu, c'est de pouvoir s'adresser précisément à tout le monde. Et je récuse totalement l'idée selon laquelle il y aurait des médias, entre guillemets, nobles, qui seraient dignes d'accueillir la parole publique, la parole politique, les grands médias traditionnels, les JT, les Figaro, etc. Et des médias un peu profanes qui, au contraire, n'en seraient pas dignes et qu'il faudrait presque mépriser. Il y a des gens... sur ce plateau autour de la table, mais c'est plus la question du temps d'occupation du terrain sur les réseaux sociaux, moi, que je vous posais. Et peut-être la différence, c'est que dans un média, il y a des partages de points de vue divers et variés, des angles différents d'attaque de sujets. Là où votre propre média, c'est votre représentation du monde. Sur le temps d'occupation que cela prend aujourd'hui aux politiques sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est majeur d'avoir une permanence sur les réseaux sociaux ? Quoi qu'il en soit, il faut savoir juger, il faut doser son temps d'occupation, mais il faut considérer le média social comme un média traditionnel. Et le temps que vous passez à rédiger des communiqués de presse, le temps que vous passez à organiser des déjeuners presse, ou le temps que vous passez à appeler des journalistes, c'est aussi, il faut aussi intégrer les réseaux sociaux dans ce temps-là. Et comment est-ce que vous faites pour communiquer, pour gérer vos relations publiques, entre guillemets, comment vous intégrez les médias sociaux dans ce cocktail de communication, en ayant toujours à l'esprit la même logique que sur le média traditionnel. C'est-à-dire que si moi demain je sollicite une interview au Parisien ou au Figaro, c'est parce que j'ai un message à délivrer. Donc si demain je décide d'investir Twitch ou si un élu décide d'investir TikTok, il faut qu'il se dise qu'il a un message à délivrer et que ça n'est pas simplement la forme pour la forme pour le buzz. Oui, la forme peut servir le fond, mais une forme sans fond ne sert strictement à rien. Et c'est là où on peut lasser le public. Et c'est là où je rejoins ce que disait Dominique Régnier. Si les politiques investissent les réseaux sociaux et pour ne pas apporter la parole qui doit être la leur sur ces réseaux-là, ils risquent de s'essouffler et ils risquent finalement de démonétiser un peu l'exercice. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Dominique Régnier. Je voulais vous faire part de ce qu'avait déclaré Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports. Il dit « Les réseaux sociaux, c'est l'agora du 21e siècle ». Et il va même plus loin. Les influenceurs d'aujourd'hui seront les ministres de demain. C'est une formule vertigineuse, donc elle donne à penser, en même temps on se demande ce que ça veut dire. L'agora, déjà, j'aime pas la comparaison. Je veux rappeler que l'agora, c'est la place du marché où les citoyens athéniens ne sont que des hommes, ne sont pas des esclaves, évidemment, ils ne sont pas des métèques. Donc, c'est à peu près 25 000 citoyens sur 800 000 personnes qui faisaient vivre Athènes. Donc, c'est quand même un exemple
qu'il faut toujours remettre à sa place parce que c'est une espèce de mythe comme ça qui circule. Et c'est bien le problème. Le problème, c'est que nous sommes 47 millions d'électeurs inscrits en France. Il faut qu'il y ait une discussion entre les 47 millions, idéalement, d'électeurs inscrits, aussi modestes soient-elles. Et là, tout à l'heure, vous le disiez dans votre remarque, moi ça m'a paru important, il ne faut pas que ça soit une communication top-down, simplement. On vient pour faire passer son message et on est content parce qu'il a réseauté partout et on pense qu'il est arrivé dans les oreilles. Alors ce qu'on sait sur les théories de la communication, quand même, on est informé là-dessus, c'est pas parce que ça rentre dans une oreille que ça ne ressort pas par l'autre aussitôt. Hein. Et puis il faut élaborer des discussions sur des sujets complexes. Il ne suffit pas d'être cool ou de faire une bonne blague pour faire de la politique. Et dernière remarque, il faut entre nous tous fabriquer du consensus. On a des décisions à prendre collectivement, pas vous, pas moi, mais il va bien falloir en prendre des décisions. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur l'équilibre des comptes, sur les retraites, que sais-je, des décisions pas faciles. Il faudra bien faire du consensus, qu'on trouve un accord à nous tous ensemble, qu'on ne soit pas dans la violence et la confrontation. Et ça ne se fait pas de manière impulsive. Il faut élaborer des discussions, élaborer des arguments, que les gens se rencontrent et discutent longuement. Là, il y a un rythme qui pose problème. Alors, pas avec toutes les applications, parce que Clubhouse n'est pas exactement concerné par ce type de critique, et on dit aussitôt que ça a un caractère élitiste. Et donc, il ne faudrait pas que la démocratie constructive et délibérative soit considérée comme élitiste, quand la démocratie populiste serait considérée comme populaire. Et donc, au fond, la vraie démocratie, c'est un peu ça le risque aujourd'hui, je trouve. J'ai pas le temps malheureusement de vous faire réagir. Je suis désolée, Boris et Pierre, pareil. On prolongera cette discussion. De toute façon, on va avoir toute la période de la campagne pour en reparler. Merci beaucoup pour vos interventions. Déjà, Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po et directeur général de Fondapol. Merci à Pierre Licia, communicant, ancien élu de Paris, et à Boris Karlamov, journaliste de A2PRL et du Club Paul sur Clubhouse. Juste après la pause, on parle de gaming et de gros sous. Et nous voilà de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby, pour son rendez-vous Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va reprendre notre chronique de la semaine dernière à propos des jeux à succès. On va voir cette fois ceux qui rapportent gros à cette industrie du gaming. Je crois que vous avez des chiffres déjà à partager. Vous vous souvenez, on l'a déjà dit dans Game Business, le marché de la musique, c'est dans le monde 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, on compte tout. Le streaming, les concerts, les ventes de disques. Eh bien, le jeu vidéo, c'est 180 milliards de dollars en 2020, soit 9 fois plus que le marché de la musique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux ventes de jeux vidéo, aux ventes des logiciels. Et dans ces 180 milliards de dollars que représente le marché total, il y a un peu plus de 126 milliards de dollars qui sont relatifs aux ventes de jeux. Voilà, le reste, c'est du physique. Là, on est dans le physique du matériel, pardon. Oui. Là, on est dans les ventes de jeux vidéo. Alors, si on regarde le premier slide, on voit que dans les ventes de jeux vidéo, il y a un support qui écrase tous les autres, c'est les ventes de jeux sur le mobile, principalement en free-to-play, c'est-à-dire que vous jouez gratuitement, et puis vous avez la possibilité d'acheter des in-app purchases, qu'on appelle des achats dans les applications. Visiblement, on en achète pas mal. Hein. Voilà, les progressions ou acheter des éléments de skin. Donc, 74 milliards de dollars de ventes de jeux sur les mobiles. On comprend pourquoi, d'ailleurs, Apple et Google, qui touchent 30% de commission sur l'ensemble de ces achats, sont aussi proches, entre guillemets, du jeu vidéo. On comprend aussi que la pub, pour lequel tous ces jeux vidéo sont une manne extraordinaire, s'intéresse évidemment aussi aux jeux vidéo. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est le free-to-play sur les PC et sur les consoles, qui représente quand même un marché de 25 milliards de dollars dans le monde. Et puis le troisième point, c'est le premium. Donc c'est tous ces jeux qu'on va acheter 70 €, 50 €, les AAA, les AA, à la fois sur les consoles et à la fois sur les PC, qui représentent tout de même un marché aussi très important de près de 25 milliards de dollars. Donc vous voyez, un marché qui globalement est très important, et même la plus petite le plus petit des chiffres là, de ce slide, le free-to-play console, est beaucoup plus gros que tout le marché de l'e-sport dans le monde entier. Et comme vous le dites, on comprend pourquoi les consoliers et les GAFAM aussi investissent dans le jeu. Et oui,
il y a beaucoup de sous à la clé. Et pourtant, qu'est-ce que c'est compliqué de faire un bon jeu? Qu'est-ce que c'est compliqué de faire un jeu qui fonctionne? Ah, mais on n'a rien sans rien. Hein. On n'a rien sans rien. Il faut un bon personnage, un bel univers, un bon gameplay, une belle direction artistique. Et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, on revoit quand même énormément de concepts qui reviennent et qui reviennent. C'est un peu comme à la télé. Encore hier, j'ai vu que Koh-Lanta allait sortir vendredi soir prochain. Moi, j'avais pas l'impression que la dernière saison était terminée. Ben, dans le jeu, c'est un peu pareil. On va épuiser et réépuiser les concepts parce que c'est compliqué, effectivement, de faire un jeu qui fonctionne très bien. Alors justement, quelle part représentent les nouveaux jeux comparés aux hits qui sont sous franchise? Écoutez, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est plus simple de faire un jeu qui fonctionne avec une franchise ? Qui d'ailleurs au passage coûte assez cher. Eh bien regardez le prochain slide. Il y a 2 indicateurs qui sont importants. C'est d'abord le nombre d'applications qui sont téléchargées, ça c'est la partie gauche du slide, et c'est le temps qu'on passe dans les jeux, ça c'est la partie droite. Pourquoi ? Parce que les jeux les plus téléchargés ne sont pas les jeux auxquels on va jouer le plus longtemps. Bon. Et donc on voit que typiquement dans les jeux les plus téléchargés, en France, on va dire en Occident, il y a environ 1 jeu sur 10 qui est une franchise. En Asie, c'est plutôt 1 jeu sur 5. Ouais. Dans le temps, entre guillemets, qu'on va consacrer au jeu, en Europe, c'est plutôt 1 jeu sur 5 sur lequel on va passer du temps à jouer. En Asie, c'est presque un jeu sur 3. Donc on voit franchises, hein. Sur les franchises, on voit que la force des franchises, en fait, elle dépend aussi, effectivement, des géographies. Point intéressant, toutes les franchises jouées number 1 dans le monde entier, les plus jouées, sont des franchises asiatiques. Et Pokémon, donc, derrière, ce sont des grands studios. Oui, parce que c'est ces grands studios qui ont des franchises. Donc, on l'a dit, il y a pas mal de jeux qui sont joués à partir de franchises, mais aussi beaucoup de jeux qui ne sont pas joués à partir de franchises. Et ces jeux proviennent de 2 types de studios. Des studios plutôt commerciaux, donc qui vont se baser sur les études, comme on l'a dit la dernière fois, et puis aussi des studios indies, c'est-à-dire des studios qui se fichent complètement de l'air du temps, qui se fichent complètement de ce qui plaît, mais qui vont faire un jeu qui leur plaît à eux, suivant une direction artistique souvent très originale. Alors, le succès commercial est moins au rendez-vous que pour les studios qui sont dédiés aux jeux, entre guillemets, commerciaux, mais on voit chez les indies de très très beaux jeux, comme par exemple Fall Guys, dont la société vient de se faire racheter par Epic, Braid, Hades, bref, de très très beaux jeux aussi, qui sortent des studios de développement et des éditeurs indépendants. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler, parce qu'on aime bien les chiffres dans Game Business, quelles sont les ventes de jeux en 2020 ? Alors, 2020 a été une année exceptionnelle pour le jeu vidéo. On va dire à cause ou grâce à la pandémie, on s'est aperçu en fait que le jeu vidéo était vraiment important. Moi, je ne pense pas que ce soit un fait conjoncturel et lié à la pandémie. Je pense que la pandémie a été un révélateur du fait que l'industrie du jeu était tout simplement énorme et en croissance. Voilà. Alors, deux slides, on va dire rapidement, sur les ventes de jeux. Oui. D'abord, les slides premium. Donc là, on voit qu'il y a 2 jeux qui ont rapporté en 2020 à leur éditeur plus d'$1 milliard. 9 franchises sur le podium des 10, ce qui est énorme. Et on va retrouver la seule qui n'est pas une franchise, Cyberpunk, en 8e position. Dernier slide, je sais qu'on n'a plus de temps. Oui. Les slides free-to-play, et là, c'est quand même assez magique, parce que dans le free-to-play, l'ensemble des 10 premiers a vendu plus de $1,5 milliard et a rapporté plus d'$1,5 milliard, ne serait-ce qu'en 2020, à leurs éditeurs. C'est une excellente transition, je dirais, pour notre rendez-vous de la semaine prochaine, Guillaume Monteux, puisqu'on parlera dans Game Business de la monétisation des jeux vidéo. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, Delphine. Président de Gazmi. Alors, à suivre, on va plonger dans les abysses avec un tout nouveau robot. Et demain, nous enverrons des robots d'un nouveau genre dans les profondeurs de l'océan. Bonjour Cécilia. Bonjour. Vous allez nous plonger dans les abysses aujourd'hui. Oui, on va plonger dans les abysses. Ce sont les fonds marins les plus profonds qui existent et on va y aller grâce à un petit robot
autonome qui ressemble à un poisson, à une raie précisément. En fait, les chercheurs américains se sont inspirés des Liparidae, des poissons limaces qui vivent dans les abysses et qui n'ont pas de protection externe pour résister à la pression. Et ça, c'est le sujet qui nous intéresse ici justement, parce que la pression, c'est l'enjeu technologique le plus important quand on essaie de fabriquer des robots pour aller visiter les profondeurs, parce que pour explorer les fonds marins, les robots et autres véhicules doivent être conçus avec une coque métallique très résistante. Et plus on va aller en profondeur, plus il faut équiper le robot et faire quelque chose de très encombrant, de très coûteux. Et donc, ils doivent descendre en profondeur avec une technologie assez imposante. D'où l'intérêt d'un robot limace. Oui, exactement. Et un robot limace qui résisterait à la pression facilement. Cette approche, elle est publiée dans la revue Nature et elle fait appel à la robotique molle pour créer un robot plus compact et plus résistant. Il est capable de se mouvoir de manière autonome à une profondeur de 3224 mètres. Alors, il faut savoir que les fonds abyssaux commencent à 3000 mètres de profondeur. Et puis, les éléments électroniques, ils sont répartis à l'intérieur du robot, à l'intérieur du silicone qui va absorber la pression pour que celle-ci n'endommage pas le système électronique, en plus bien sûr de garantir l'étanchéité du produit. En fait, c'est une technologie assez simple. Et comment se déplace-t-il ? Alors, grâce à 2 ailerons, on l'a vu sur l'image, précisément les chercheurs ont utilisé un élastomère dit électrique pour reproduire finalement les muscles d'un animal, ici d'un poisson. C'est un matériau mou qui se déforme lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Donc en fait, il suffit de programmer une impulsion électronique, une impulsion électrique pour créer un mouvement régulier et autonome à l'intérieur du mécanisme. Une partie du robot, le mécanisme lui-même a été testé dans les fosses de Marianne. Ce sont les fonds les plus profonds au monde aujourd'hui dans les océans. Jusqu'à 11 km, on a réussi à laisser voyager ce mécanisme. Et puis le robot, le prototype, lui, tout entier a été testé en Chine méridionale lors d'un deuxième test. Il est allé jusqu'à donc 3 km, 3224 km précisément, donc ça fonctionne. Ah, vous parliez des courants, un petit objet comme ça, léger, il arrive justement à avancer, à résister au courant ? Pas vraiment, c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a encore des choses à améliorer. Il est trop petit, trop léger, donc il est emporté facilement par le courant. Les chercheurs doivent encore l'améliorer pour qu'il soit résistant et surtout concurrentiel par rapport aux robots qui existent déjà, parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont travaillées aujourd'hui pour aller explorer ces abysses très très peu connus du monde scientifique aujourd'hui. Et puis surtout, il est lent. Il a une vitesse de 5,19 cm par seconde seulement, mais il a un gros avantage, c'est qu'il est facile à produire. Le coût de production est extrêmement minime. Donc on peut imaginer, d'ailleurs les chercheurs travaillent déjà sur une deuxième version, plus performante, plus résistante dans les courants, que très rapidement on aura la technologie adéquate en ajoutant des capteurs et des caméras pour aller explorer et apporter de précieuses informations sur des endroits où même la lumière aujourd'hui n'arrive pas à aller. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis, à suivre le lab où pitch les entreprises du numérique. Je dois vous dire aussi que jeudi et vendredi, c'est Cécilia Sévry qui vous présentera Smartech. Moi, je vous retrouve lundi.